Madame Vidal, ici présente. Donc, vous allez nous faire part de votre témoignage, situation d'agent d'une petite collectivité territoriale. Et on vous a déjà, merci d'ailleurs d'accepter de témoigner, puisqu'on vous a déjà sollicité dernièrement sur un autre sujet dans le cadre d'un webinaire. Et Madame Laurent, vous êtes donc sa manager actuelle. Voilà. Je précise actuelle puisque dans le cadre de l'arrêt maladie, du cancer et de l'arrêt maladie de Madame Vidal, ce n'était pas Madame Laurent la manager à ce moment-là. Voilà. Donc l'idée, c'est à travers ce témoignage, vous allez voir, on va reprendre des éléments de toute la journée finalement. Ça va faire un peu office de conclusion, synthèse des différentes interventions. Il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été abordés, mais là, l'idée, c'est vraiment de l'illustrer avec une expérience, une situation, un cas pratique. Alors, est-ce que vous pouvez, en guise d'introduction, du coup, Madame Vidal, un peu nous expliquer... Il marche pas ? Je sais pas. Si, il marche. Nous expliquer un peu voilà, comment vous avez vécu l'annonce de votre cancer, comment s'est passé votre arrêt, etc. Oui, bonjour à tous. En fait, je suis suivie depuis l'âge de 18 ans parce que ma mère et ma grand-mère sont décédées d'un cancer du sein. Donc régulièrement, j'avais des examens médicaux à passer pour essayer d'éviter. Mais bon, voilà. Le lendemain de mes 40 ans, j'ai passé une mammographie et le radiologue m'a dit il y a une tache. Donc, petit coup de stress, on a passé un IRM et au vu de l'IRM, le spécialiste que je suis allée voir à l'hôpital d'Alès m'a dit mes caches, en fait, voilà, c'est un cancer, il va falloir l'enlever. Voilà, ça a été, comme disait Isabelle Arnaud-Roy ce matin, c'est un tsunami qui nous tombe sur les épaules. Mais bon, voilà, on le sait, ça se soigne très bien. Il va falloir mener un combat et on va le mener. Voilà. Donc vous avez ensuite été en arrêt maladie. Oui. Contrairement à ce qu'a... Alors, moi, à l'époque où c'était il y a 10 ans, je travaillais au sein du service entretien de la collectivité territoriale qui m'employait. Et donc, on a fait le choix avec mon chirurgien de m'arrêter pendant 1 an, le temps que je puisse suivre le protocole de soins, donc l'opération, les chimios, les petites périodes de repos entre et finir par la radiothérapie avant de pouvoir recommencer le travail plus sereinement. Et donc, ça a été dit à plusieurs reprises dans la journée, l'importance du lien, du maintien du lien avec la personne qui suit son traitement, qui est en arrêt maladie, pour préparer notamment le retour à l'emploi, pour maintenir une dynamique, une envie de se battre. Comment ça s'est passé pour vous ? Quel lien a été maintenu ? Est-ce que vous avez eu un accompagnement avec l'équipe, votre équipe et avec l'employeur Alors, pour bien aussi situer le contexte, moi je travaille dans une petite collectivité territoriale du Gard. On est moins de 100 agents dans la collectivité à travailler. Je pense que aussi bien la direction des RH et le personnel des RH n'étaient pas formés ni informés aussi à ce sujet. Et même si moi j'ai toujours eu une liberté de discuter, j'ai jamais caché ce que j'avais, de toute façon ça ne pouvait pas se cacher non plus. Autant avec des enfants c'est facile parce que eux ils n'ont pas de filtre, ils sont cash. Avec un adulte, l'adulte sait ce qu'on subit. Il y a peut-être une période aussi
de mal-être aussi de cette personne-là. Et moi, personnellement, de mon service RH, je n'ai eu comme contact que les rares fois où j'allais apporter voilà, mes papiers d'arrêt, c'était qu'un contact administratif. Voilà. Donc ça illustre bien l'importance, comme a évoqué Madame Desarnaud, de la sensibilisation, et notamment pour les petites collectivités, parce qu'on n'en a pas forcément trop parlé, mais les petites équipes, c'est souvent plus difficile. Et est-ce que du coup, pour vous, cette absence de lien a été problématique, et comment vous auriez souhaité que ce soit maintenu? Est-ce que vous auriez souhaité avoir un lien plus important? Oui, c'est vrai que la situation qu'on vit du fait du traitement nous isole. On s'isole parce que on se met dans un cocon et puis voilà. C'est vrai que on n'a rien aucun, comment dire ça, c'est compliqué un petit peu. Avec le recul, on se rend compte qu'on n'est pas aidé, on n'est pas assisté. Vas-y. Non, mais en fait, en plus de la maladie, Madame Vidal n'avait aucune information, donc elle s'est retrouvée avec elle avait plein de questions auxquelles elle n'avait pas eu de réponse, et qui auraient pu être apportées s'il y avait eu un accompagnement de la part du service. Puis après, il faut savoir que quand on est en longue maladie, c'est malheureux, mais il faut justifier de son état. Il y a un épisode que franchement j'ai très mal vécu, et puis je pense que je ne suis pas la seule. C'est un jour j'ai été convoquée chez un expert, et en fait il fallait que je justifie de mon état. Donc je suis arrivée avec mes 3 cheveux qui se battaient sur mon caillou, et en face d'un docteur qui, la pauvre, au vu de mon état, était complètement désappointé, mais elle m'a dit « je suis obligée de le faire ». Voilà. On m'impose de faire un rapport sur votre état de santé. Et c'est vrai que quand on se bat contre ce crabe qui est là, et qu'en plus, l'administration, parce que ce n'est pas la mairie, je ne sais pas exactement qui avait demandé cette chose-là, vous impose de passer cet examen médical. C'est pas évident, c'est un peu dur à encaisser. Bon, ben voilà. Il y a d'autres petites bricoles aussi qui vous minent un peu le moral, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu, on va dire. Et donc, en complément, Madame Laurent, en complément de ce que vous avez dit et du témoignage de Madame Vidal, qui souligne un peu son désarroi dans la phase arrêt maladie, dans son désarroi par rapport au lien, à l'absence de lien avec l'employeur, pas volontaire, hein, mais plus par méconnaissance et absence d'information, comme vous l'avez dit. Quel aurait pu du coup être, selon vous, le rôle du manager dans ce cas-là pour maintenir le lien en accord avec le salarié, comme ça a été également souligné, avec l'agent, comme ça a été souligné tout à l'heure. Mais voilà, quel serait le rôle, selon vous, du manager dans cette situation-là? Déjà de discuter en amont avec l'agent malade, de savoir comment et avec qui il souhaiterait maintenir le lien. Ça peut être par une tierce personne, une personne avec qui l'agent malade a une relation de confiance, ou directement avec le manager. Mais ne pas être intrusif dans sa vie, et pouvoir l'aider, l'accompagner justement vers le service RH, puisque nous, on est une petite commune, et répondre à toutes les questions qu'elle se posait. Parce qu'en fait, elle avait, en plus de sa maladie à gérer, elle avait plein de questions administratives auxquelles elle n'avait pas de réponse. Voilà. Et en fait, elle n'a pas non plus d'accompagnement avec son responsable, donc il n'y avait pas de lien avec ses collègues de travail. Il n'y a pas eu d'inclusion au sein du groupe pendant le temps de maladie.
Et du coup, Madame Vidal, comment s'est passé dans ces conditions? Comment s'est passé le retour au travail? Il a vraisemblablement pas forcément été assez préparé peut-être en amont, mais voilà, comment ça s'est articulé entre le soin et la reprise du travail, dans la relation avec l'équipe à votre retour? Donc, pour ma part, la reprise s'est passée le plus simplement possible. Sur les conseils de mes proches, de ma famille, je me suis rapprochée de l'autorité territoriale pour voir avec elle pour mettre en place un mi-temps thérapeutique et un aménagement de poste parce qu'on ne me proposait rien, on ne me disait rien et c'est vraiment ma famille, mes proches qui m'ont dit mais il faut que tu ailles le voir parce que tu as droit à des choses que je ne savais pas. Et donc, en discutant avec donc, le maire et le DGS qui étaient en face de moi, il a été convenu, oui, qu'on fasse un aménagement de poste. Et à l'époque, j'ai eu un mi-temps thérapeutique pendant 3 mois. Dans la fonction publique, on conserve nos congés. Donc, j'ai prolongé ce mi-temps thérapeutique en soldant mes congés qui me restaient de l'année où j'avais été en arrêt, ce qui m'a permis d'avoir 6 mois de reprise à mi-temps sur un poste uniquement administratif parce que je ne me sentais pas capable à l'époque de reprendre sur le service entretien en lui-même, c'était trop lourd. Et après, au mois de septembre, on m'a proposé un poste d'animatrice en médiathèque que j'ai accepté parce que, en discutant, et je voyais très bien que je n'étais plus capable physiquement de faire les tâches qui m'incombaient avant d'être malade. Donc, le retour à l'emploi a été bénéfique pour vous en termes de reprise d'une activité professionnelle, mais c'est fait dans des conditions qui ont été compliquées pour vous. En fait, on est content de reprendre une activité parce que c'est la fin d'une période, d'une parenthèse. Moi, j'ai dit c'est une parenthèse qui a duré 1 an. Donc, on clôt la parenthèse, on attaque un nouveau chapitre et on est content de retourner au travail parce que voilà, c'est comme ça. Alors oui, c'est banal, on revient au travail comme si en fait la semaine dernière on s'était arrêté pour avoir une grippe quoi en fait. On reprend dans ce truc-là. Et qu'est-ce qui vous a... Alors là vous avez mentionné les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pour la reprise du travail. Est-ce qu'il y a à l'inverse des choses qui vous ont aidé, qui ont facilité pour vous le retour au travail Immédiatement, rien. Rien, on ne m'a rien proposé pendant de nombreuses années. Et qu'est-ce qui aurait pu pour vous faciliter une aide, parce que même au niveau de la médecine du travail, moi, il faut savoir que j'ai repris, j'ai vu le médecin du travail 2 mois après ma reprise. J'ai pas eu cette aide-là non plus. Maintenant, je sais que c'est différent, qu'il y a des choses qui sont mises en place plus, voilà. Mais au début, quand j'ai repris, je n'ai eu aucune aide, aucune information non plus. D'accord. Et Madame Laurent, selon vous, de la même manière du point de vue du manager, qu'est-ce qui aurait pu permettre de faciliter le retour à l'emploi? Alors, je précise quand même que depuis, la collectivité travaille à faire évoluer ces choses-là. Donc, effectivement, c'est une réflexion qu'ils ont engagée. Donc, qu'est-ce qui est maintenant réfléchi, mis en place pour faciliter ce retour au travail d'un agent après un cancer? Et voilà, comment ça aurait pu être préparé et géré également vis-à-vis de l'équipe, du coup, pour le retour de... Pour accompagner le retour de l'agent malade, déjà, on aurait pu faire des réunions en amont avec l'agent malade, le responsable de service, la responsable RH et la mission handicap et une personne de la médecine du travail. On aurait pu préparer en amont donc son retour.
lui proposer des missions, un changement de mission pour un temps limité, mais toujours en lien et aux besoins du service pour que l'agent se sente toujours valorisé et qui reste toujours au sein du groupe. Parce que là, en fait, Céline, elle a été mise dans un autre service, mais en fait, ça ne l'a pas finalement aidée parce que si elle était restée au sein de son groupe, je pense que ça l'aurait plus valorisée. Et quels sont les leviers qui vous semblent importants et intéressants, utiles à activer par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à ce qui a été évoqué quels sont les leviers qui vous semblent importants justement pour un manager à activer pour préparer le retour à l'emploi et permettre pour éviter justement que ça fonctionne mal ou en tout cas que l'agent se sente dans une situation désagréable? Quels sont les leviers que le manager pourrait activer? Déjà, il faut qu'il soit sensibilisé, qu'il soit déjà formé. Si le manager et le service RH étaient formés pour l'accompagnement d'une personne malade, on pourrait répondre aux questionnements du malade, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, puisque les leviers, c'est l'écoute, l'empathie et être sensibilisé. Voilà. Et puis, je pense qu'il est important, bien sûr au niveau de la commune, mais de mettre en place des réunions avec l'agent malade en amont et les premiers mois de la reprise pour pouvoir proposer des missions qui correspondent aux capacités actuelles du malade et puis petit à petit revenir vers ses missions normales. Et alors maintenant, ça fait quelques années que vous avez repris le travail. Qu'est-ce qui fait quels ont été les acteurs et les outils qui ont été mobilisés pour vous permettre d'arriver à une situation dans laquelle maintenant, au travail, vous vous trouvez bien et qui ont été facilitants pour arriver jusqu'à ce stade-là, parce que ça a été quand même un processus long, mais vous avez fini par trouver une situation professionnelle qui fonctionne. Voilà. Quels ont été les acteurs clés, notamment le centre de gestion? Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, on a eu des élections municipales et la nouvelle équipe municipale a fait un audit sur le personnel. Et moi, à l'époque, j'étais adjointe technique, j'étais agent de maîtrise principale. Donc, l'agent qui a fait cet audit a préconisé qu'on me remette sur mon cadre d'emploi. Donc, on m'a enlevé du poste où j'étais et on m'a dit, voilà, on va te remettre sur ton cadre d'emploi, donc tu vas devenir responsable d'un service. Responsable d'un service, quand on n'est pas préparé, c'est très dur, c'est pas évident. J'avoue que je me suis retrouvée à porter du poids, avoir une charge mentale qui était vraiment trop lourde à supporter pour moi. Et ça en est suivi des arrêts. Et un jour, au hasard d'une réunion, j'ai rencontré Madame Monnier, qui donc est référente de la mission handicap au CDG 30. Et donc nous avons pas mal échangé ensemble et tout. Et avec les outils qu'elle m'a apportés, l'aide qu'elle m'a apportée, j'ai pu déjà avoir la reconnaissance comme adulte handicapé, chose que je n'avais pas eue parce qu'on ne m'en avait pas parlé et que je ne savais pas que je pouvais l'avoir. Parce que oui, on est handicapé, mais c'est invisible, ça ne se voit pas. Et puis, même si voilà, on a des séquelles, on n'ose pas demander non plus. Et c'est vraiment avec l'aide de Madame Monnier que j'ai pu passer cette barrière, demander cette reconnaissance et qui m'a permis d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir changer de poste, changer de filière, accéder à un poste administratif. Et maintenant, j'avoue que j'ai pu avoir le matériel adapté
qui me convenait. Et maintenant, je suis sur un poste où j'espère y rester le plus longtemps possible. Voilà. Mais sans l'aide de la mission handicap, j'avoue que je ne sais pas actuellement où j'en serai. Au niveau professionnel. D'accord. Et Madame Laurent, du coup, parce qu'alors là, vous êtes entrée en scène à partir de ce moment-là, donc en tant que manager, et quelle a été, enfin, comment vous avez, vous, pris appui sur le CDG, justement, en tant que manager, quelle a été, du coup, la démarche qui a été engagée du point de vue du manager, et quel est le suivi qui est mis en place maintenant pour... Déjà, depuis l'accompagnement de Madame Monnier du CDG 30, Madame Vidal a pu, comme elle a dit, changer de poste et de filière, ce qui n'était pas accordé avant, alors qu'elle le demandait. Elle exprimait son mal-être. Ça se voyait, puisqu'elle était dans le service à côté du mien, on voyait les difficultés qu'elle rencontrait, le stress et ça l'empêchait de dormir, mais ce n'était pas pris en compte par l'autorité territoriale. Mais ça l'a été à partir du moment où Madame Monnier a pu s'occuper et accompagner Madame Vidal. De ce fait, le suivi des restrictions a été suivi. Et puis, elle a pu donc changer de service et on a vu, très honnêtement, on a vu Madame Vidal changer. C'est vrai, elle a vraiment changé. Donc, on voit, à travers ce témoignage, on voit le désarroi de la personne malade, mais on voit aussi le désarroi probablement quelque part de la collectivité qui ne sait pas comment accompagner un agent malade en maladie longue durée et le retour à l'emploi. Et par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui et à votre vécu, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous souhaiteriez ou des éléments forts à transmettre pour justement permettre aux personnes ici présentes de bénéficier de votre retour d'expérience? Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce que tous les intervenants ont dit. Déjà, l'écoute, discuter avec... alors oui, il y a des agents qui ne veulent pas parler, voilà. Mais je pense que pour une bonne reprise, il faut de l'écoute et un accompagnement. Il faut être formé, il faut savoir discuter et ne pas mettre de côté un agent qui reprend et qui se retrouve désarmé devant tous ces non-dits en fait, parce que on ne sait pas, on nous dit rien et on reprend comme si en fait rien n'était. Donc maintenant les choses évoluent de partout, on en discute. Même nous, on a une nouvelle RH qui, justement, prend les choses à cœur et essaye de mettre des choses en place. Donc, on voit que les choses évoluent. Même nous, au sein de notre collectivité, on voit que les choses évoluent. Chose qu'il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas. Merci. Madame Laurent, du coup, de la même manière, est-ce que vous avez des bonnes pratiques que vous souhaitez partager? Et puis, est-ce que vous pouvez redire un peu ce que vous êtes en train de faire ou de réfléchir au niveau de votre collectivité par rapport à cette situation et plus globalement, en fait? Étant donné l'arrivée de la nouvelle DRH et sa sensibilité, je pense qu'elle va proposer une formation pour tous les responsables de service, tous les managers, car comme on disait ce matin, des agents ont des connaissances, mais par rapport à leur domaine, et effectivement, quand on ne travaille pas au service RH, on ne connaît pas tout, ce qui était le cas de Madame Vidal par rapport à sa prise en charge MDPH, par exemple, et mettre en place des réunions avec les managers pour les sensibiliser, pour justement, lorsque ça arrivera dans leur service, pouvoir accompagner au mieux et pouvoir répondre aux questions des agents. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Est-ce que vous avez des questions
à poser à nos témoins? Brigitte, vous me faites remonter tout là-haut. Ouais. J'ai pas osé l'interpeller. Non, mais moi, j'explique rien du tout. Simplement, je veux préciser que la mission handicap du centre de gestion ne peut travailler ensemble avec l'agent, mais aussi avec sa collectivité. On ne pourra jamais refaire le monde si on ne travaille qu'avec l'agent ou qu'avec la collectivité et ses managers. Donc ça, déjà, il faut bien être certain qu'on ne peut pas accompagner l'un sans l'autre, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'information, la sensibilisation des managers est prévue par le FIPHFP dans nos conventions. Donc, on est à disposition des collectivités affiliées au centre de gestion pour tout ce qui est accompagnement des managers, quelle que soit leur problématique. Merci pour ces compléments. Et effectivement, ça a été, je pense, dit dans chacune des interventions. La sensibilisation et l'information sont quand même le point de départ. Donc, le fait que le centre de gestion ou d'autres structures le proposent, il faut s'en saisir. D'autres questions? Oui. Merci pour votre témoignage, à toutes deux. Moi, je reviens sur... il y a des différences de statut, mais cependant, voilà, les différentes fonctions publiques, les différentes collectivités emploient quand même pas mal de contractuels. Au niveau des grilles de rémunération, enfin, c'est pas la question, au niveau de certains avantages, mais par contre, face à la maladie, on est tous égaux. Et du coup, je voudrais savoir si, y compris dans votre collectivité, mais plus largement, il y a vraiment une réflexion aussi sur la problématique des contractuels qui sont peut-être pas pris en compte de la même manière alors qu'ils ont les mêmes besoins dans la détresse de la maladie, en tout cas. Alors là, honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. Là, c'est vraiment une compétence DRH et c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise. Est-ce que vous voulez répondre ou non? Oui, il y a une personne qui veut répondre là-haut. Allez, c'est l'autre escalier, parce que si tu, si tu rallonges... C'est pour faire mes 10 000 pas, c'est ça? Madame Tona du service social de l'assurance maladie, salarié CARSAT. Je viens juste apporter un élément de réponse. Bien évidemment, nous ne sommes pas seuls, mais nous accompagnons et nous pouvons accompagner les contractuels de la fonction publique dans le cadre des petits contrats de travail. Donc, une de nos missions principales, c'est la prévention de l'une des insertions professionnelles. Donc, on accompagne des gens en arrêt maladie ou face à une pathologie lourde. Et l'idée, ça va être effectivement d'essayer de les accompagner, les informer, être une personne ressource. On n'est pas seul, on ne peut pas travailler seul. Après, je ne vous vends pas du rêve. Hein. Au quotidien, c'est quand même... On est parfois un peu bloqué parce que c'est des gens qui sont justement entre deux chaises, hein, entre deux statuts. Mais voilà, quand c'est des contractuels, nous sommes là. Donc là c'est pour le volet, on va dire, administratif, mais pour tout le volet sensibilisation, information, écoute, théoriquement, voilà, social. Social, oui, social. Oui. Théoriquement, le statut d'embauche ne change rien, théoriquement. Après... Oui, je peux apporter un regard de RH. En tout cas, dans les expériences qui ont été les miennes, on ne fait pas de différence. Enfin, on ne va pas juger d'une situation en se disant qu'on va la traiter d'une certaine manière parce que c'est un titulaire et d'une autre parce que c'est un contractuel. Donc effectivement, la complexité du traitement des situations, c'est que le droit n'est pas le même et du coup, on n'a pas forcément les mêmes choses. Mais en tout cas, en tant qu'employeur, on porte un regard sur les salariés,
nos salariés, nos collaborateurs. Et du coup, quand il y a des creux, on essaie de les aider vraiment avec la même énergie. En tout cas, moi, c'est celle que j'y mets pour pouvoir trouver des solutions. Parce que ce qui est important, c'est ça, c'est voir comment on est là aux côtés du collaborateur malade et ce qu'on peut lui proposer. Donc, et je pense enfin que l'ensemble des collectivités, alors nous, à l'Opéra et l'Orchestre du Capitole, les choses sont un peu différentes. En tout cas, on a plus de contractuels de par la spécificité des métiers. Donc, sur les 420 permanents que nous sommes, il n'y a que 80 fonctionnaires et tous les autres sont contractuels. Donc, la problématique des contractuels chez nous est évidemment importante, mais en dehors de ce cas particulier, toutes les situations, enfin les collectivités dans lesquelles j'ai travaillé ne faisaient pas de différence entre les statuts des personnels. Je suis à 9200 pas, donc on a encore droit à quelques questions. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas une personne tout en haut qui a une question à poser. Moi, j'avais une petite question, mais générale, notamment. Il y a plusieurs médecins du travail et de prévention qui sont dans le public. Et il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas forcément abordé aujourd'hui, mais qui vous concerne ou qui vous a peut-être concerné durant vos parcours respectifs, qui est le lien qui existe ou pas, ou peut-être pas suffisamment, entre les établissements qui prodiguent des soins, entre le monde du soin et puis le monde du travail. Et notamment ces liens qui peuvent exister entre les publics, entre les personnels médicaux, les oncologues, etc. Et puis du coup, les employeurs publics. On avait animé dans un autre cadre des ateliers auprès de services de prévention et de santé au travail, donc plutôt secteur privé, qui justement mettait un peu en évidence le fait que aujourd'hui les établissements qui prodiguent des soins se concentraient naturellement, évidemment, c'est leur fonction, sur la partie soins. Et eux, le service de prévention de santé au travail, se concentrait sur la partie travail. Et en fait, mettant en évidence notamment le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'acteurs ou de coordination ou d'articulation entre ces moments. Et en fait, c'est un peu la question que je voulais vous poser à vous. Comment en fait vous avez vécu et comment, question qui se pose aussi aux médecins du travail qui sont dans la salle, finalement, comment on organise mieux en fait ces trajectoires de patients salariés, entre guillemets, patients, agents. Est-ce que c'est le rôle des acteurs médicaux, en fait, de mieux se coordonner entre eux? Est-ce que c'est le rôle des acteurs, des agents eux-mêmes, de faire du lien? Est-ce que c'est... ma question est assez floue, finalement. Je m'entends la poser. Mais voilà, en tout cas, je sens qu'il y a un sujet, un peu un angle mort dans les parcours personnels, qui est cette question un peu des parcours de patients à salariés. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question infernale. Caroline, vous êtes ma sauveuse. Je ne sais pas si je vais vous sauver, je ne sais pas si je vais vraiment répondre. En tout cas, dans le cadre de l'expérimentation avec l'Hôtel Dieu, le professeur Linda Bencefa-Kola, qui est médecin du travail et qui est coordinatrice d'un service de santé au travail, et le professeur Anne-Catherine Piketty, qui est oncologue. Elle travaille depuis quelques années, un certain nombre d'années ensemble. Et justement, il y a le lien entre l'oncologue et le médecin du travail qui s'est établi. Et elles ont créé une filière qui s'appelle Travail et Cancer ou Cancer et Travail, en tout cas avec la question du travail au cœur du rétablissement du patient. Et ce qu'elles ont dit au dernier comité de pilotage qui date du mois de février, donc c'est très récent, c'est de dire que l'expérimentation et le travail qu'elles faisaient montrent qu'il y a un pas encore à faire de la part des oncologues qui n'ont pas forcément le réflexe de penser au travail et à la problématique du travail du patient,
Mais en tout cas, le fait qu'il y ait cette expérimentation et ces services de santé au travail, dont j'ai oublié vraiment le nom, mais qui est spécifique au cancer, qui, dans les services d'oncologie, montre qu'il y a une évolution de la part et un regard nouveau, ou en tout cas une sensibilité, une sensibilisation du travail pour les médecins, enfin pour les oncologues, et donc un travail qui se fait, j'allais dire, plus naturellement entre un médecin du travail et un oncologue. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je sais que donc à l'Hôtel Lio, à Georges Pompidou, il y a des unités de soins qui travaillent avec des unités de santé au travail. Voilà. Et juste pour illustrer, pour répondre partiellement à la question de Pierre, la question floue de Pierre. Donc effectivement, le cas de Madame Vidal illustre quand même ce besoin d'articulation, puisqu'elle vous expliquait tout à l'heure qu'elle avait été obligée d'aller voir un médecin du travail pour justifier de son état de santé. Pas un médecin du travail, pardon, un expert, excusez-moi. Un expert pour justifier de son état de santé, alors que donc pour l'instant c'est le patient, l'agent patient qui vit ce parcours sans qu'il y ait forcément de coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans son parcours de soins et dans sa situation professionnelle. Est-ce que vous voulez retourner à votre place? Donc je vous remercie pour votre témoignage. Et on va vous passer le micro quand même. Bonjour, je suis médecin du travail depuis 28 ans dans le privé, depuis quelques semaines dans la fonction publique territoriale. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'un professionnel de santé, il agit dans un cadre. Alors je sais que ça fait un peu réglementaire, état de droit, enfin quelque chose qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Le droit, c'est plus à la mode. Le Code de santé publique, il dit une chose suivante: quel que soit le professionnel de santé, il ne peut pas prendre une décision sur la santé individuelle de quelqu'un sans son consentement éclairé. Et donc, pour qu'il y ait coordination entre des médecins de soins et des médecins de prévention, il faut toujours passer par la personne. Et donc, c'est un préalable qui est quand même important de rappeler pour ne pas court-circuiter. Et dans le processus, effectivement, de retour au travail, le secteur privé a mis en place, ce qui n'a pas été dit par la dame du service social, qui s'appelle l'essai encadré. Donc l'essai encadré, c'est, contrairement à ce que le droit du travail dit, c'est la possibilité de retourner au travail alors qu'on est en arrêt de travail, suspension du contrat de travail. Et pendant, donc, au départ, c'était 3 jours, puis maintenant, c'est une quinzaine de jours. C'est la possibilité de tester, alors qu'on est toujours en arrêt de travail, en réel, un poste de travail. Donc là aussi, c'est une possibilité qui existe pour les contractuels, ce qu'on appelle l'essai encadré. Merci. Pierre, derrière toi. Je peux vous laisser passer le micro, s'il vous plaît. Je vais réintervenir de façon pratico-pratique. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et tout dépend des relations que les acteurs ont entre eux. D'abord, maintenant, je parle pour le privé. Les employeurs ont la possibilité, pour les arrêts de travail prolongés, de convoquer leurs salariés pour les informer, pour évaluer avec eux les possibilités d'une reprise du travail, ce qu'en pense le salarié lui-même. À cette occasion, il rappelle qu'ils peuvent rencontrer le médecin du travail pour une visite de pré-reprise. Ça, donc l'employeur, actuellement, s'il est sensibilisé, va pouvoir orienter son salarié malade vers le service de santé au travail. D'autre part, la CPAM, pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois, doit informer le salarié aussi, doit informer l'assuré qu'il peut rencontrer le médecin du travail pendant son arrêt de travail, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si c'est nécessaire.
À partir de ce moment-là, si le médecin du travail... Ensuite, les médecins traitants ont la possibilité aussi de solliciter les médecins du travail. Mais tout ça dépend des relations qu'on a établies. Pour les oncologues, moi je dois avouer, quand j'ai commencé, je ne venais pas du tout de ce milieu-là, pas du tout de rapport. Mais à force d'écrire, quand on reçoit un salarié, qu'on fait un courrier pour son médecin traitant, pour son oncologue, pour son psychiatre, si nécessaire, les confrères répondent. Et à partir du moment où ils apportent une réponse qui leur semble pertinente, ils savent qu'en cas de difficulté, ils vont pouvoir faire appel à nous. Voilà. Donc c'est une relation de confiance qui doit exister entre les médecins traitants et les médecins du travail, entre les médecins de la CPM et les médecins du travail, entre les employeurs et les médecins du travail. Et savoir qu'on est un pivot pour anticiper la reprise du travail au poste ou le maintien dans l'emploi ou le maintien au poste de travail. Voilà. Merci, ces compléments clairs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va amorcer la clôture de ce colloque. Merci en tout cas à toutes et à tous pour ces moments ensemble. Est-ce que le lien, c'est encore le bon ou pas ? Je vais après ? Non ? Tu sais, est-ce que Klaxon était limité à 20 ? C'est bon ? Pardon. Donc, comme d'habitude, vous commencez un petit peu à nous connaître. On vous invite à évaluer cette journée. Vous savez que chaque manifestation du Handipact se clôture par un petit formulaire d'évaluation. Pendant que vous le remplissez, si vous n'y arrivez pas à cause de la connexion Internet ou quoi que ce soit, on vous renverra dans tous les cas le lien par mail. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Peut-être pendant que vous prenez quelques instants pour renseigner ce formulaire d'évaluation, peut-être quelques mots de conclusion par rapport à ce colloque. Moi d'abord, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé finalement tout au long de la journée, et puis un peu en préparant cet événement, c'est que finalement, toutes les personnes qui sont intervenues au cours de la journée ou qui nous ont aidés à élaborer ce guide, en tout cas la quasi-totalité, sont des personnes qui ont été confrontées elles-mêmes à la maladie, soit en tant que personnes malades, soit en tant qu'aidants. Et finalement, tout le parcours de la journée nous montre ceci. Et je pense que si on doit avoir une ambition ensemble à la suite de cette journée, c'est que justement le sujet du cancer, en fait, ne reste pas un sujet, j'allais dire, d'initié. Et que nous tous, finalement, de par notre place, de par notre rôle, de par vos accompagnements que vous pouvez réaliser et les missions qui sont les vôtres au sein de vos collectivités ou de vos administrations respectives, et bien que finalement, on mette un peu le sujet du cancer un peu en haut de la pile. Et qu'en fait, on installe un peu des pratiques, des outils, des processus d'accompagnement qui permettent en fait d'éviter de gérer les situations une fois qu'elles sont là, et un peu en mode pompier, j'ai entendu ce terme aujourd'hui à plusieurs reprises, mais plutôt d'avoir des process finalement qui nous permettent derrière d'accompagner de manière un peu fluide, de manière un peu structurée les parcours. Donc voilà, je trouve que c'est ça que doit en partie nous apprendre cette journée, c'est qu'il faut que ça dépasse le cadre des personnes qui sont concernées et que tout un chacun, finalement, on a un rôle à jouer dans la sécurisation des parcours des personnes qui sont concernées. Ça, c'est peut-être un des premiers points que moi j'ai envie de retenir de la journée. Le deuxième point, et on l'a vu notamment au travers des différents témoignages qu'on a eu aujourd'hui et que les personnes ont eu le courage de venir apporter et déverser devant vous. Moi qui suis là devant vous, je peux vous dire que c'est quand même flippant de parler devant un amphi. Donc voilà, parler de son parcours personnel l'est beaucoup plus. La deuxième chose que j'ai envie de retenir, c'est que en fait, chaque situation est vraiment unique. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, Isabelle. Et donc du coup, même si vous, dans vos établissements ou dans vos collectivités respectives, vous installez des process qui visent justement à fluidifier les modalités d'accompagnement, etc. En fait, ces process, ils doivent avoir pour ambition d'organiser l'accompagnement des parcours, de les anticiper, de les structurer, de les sécuriser, comme on le disait à l'instant, mais surtout de tenir compte en fait des particularités, des singularités de chacune des personnes.
Et donc, on l'a vu finalement, on a eu des rapports à la maladie qui étaient différents dans cette journée. On a eu des souhaits vis-à-vis de l'emploi qui étaient différents. On a eu en fait des difficultés ou des parcours qui étaient individualisés. Et donc finalement, le rôle de chacun d'entre vous, qui est justement de contribuer au maintien en emploi des personnes qui rencontrent des problématiques de santé, c'est bien finalement d'avoir cette individualisation comme pierre angulaire, comme philosophie finalement de chacun des accompagnements. Ça, c'est le deuxième point que je me suis vraiment mis en tête. Et le troisième point, et je termine par là, moi je sais que je suis bavard, hein, donc je pourrais parler très longtemps sur ces sujets. Le troisième, c'est qu'on a vu aussi finalement tout au long de cette journée qu'il y a un certain nombre d'acteurs, de partenaires, d'outils, de ressources, de financeurs qui sont mobilisables. Et à nouveau, votre expertise, elle n'est pas de connaître par cœur tous les outils de compensation, tous les types de cancers qui peuvent exister, toutes les particularités, tous les outils qui peuvent... Non, votre rôle, c'est de connaître le tissu partenarial qui existe et qui peut être mobilisé en fonction des besoins propres de la personne. Et en fait, finalement, c'est ça aussi qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le sujet du cancer, fort heureusement, on a tout un tissu partenarial qui existe, on a un certain nombre d'outils, on a des acteurs qui financent, on a tout ça. La question, c'est de savoir comment on le mobilise, comment on l'utilise, et pour ça, il faut le connaître. Donc, c'est un peu l'ambition aussi de cette journée, finalement, au travers des différentes interventions, de savoir qu'il y a We Care at Work, qu'il y a la Ligue contre le cancer, de savoir qu'il y a les financements du FIP-HFP, qu'il y a les appuis spécifiques, qu'il y a tout ça, parce que tout ça peut contribuer finalement, à un moment donné, à venir sécuriser le parcours de la personne en venant mobiliser les outils et les acteurs au bon endroit. Donc voilà moi, mais il y a sans doute des milliards d'autres trucs à retenir, mais en tout cas voilà moi les 3 points un peu fil rouge que je me suis noté en écoutant les différentes interventions au cours de la journée. Et en tout cas moi je repars avec bien beaucoup plus de choses que ça, mais en tout cas ces 3 points en question. Et je ne saurais clôturer cette journée sans quelques mots de remerciement. Alors évidemment, pour les personnes qui ont participé et qui ont préparé leurs interventions, vous n'imaginez pas le travail qui a été réalisé en amont, évidemment, par chacun des intervenants pour préparer ces interventions, pour avoir des temps d'échange avec nous, qui étaient super riches, hein, nous on était contents de les passer, mais en attendant, les personnes ont préparé et ont passé du temps pour préparer leurs interventions respectives. Chacun a eu des journées quand même très compliquées. Isabelle, vous vous êtes levée super tôt, vous avez pris la voiture à 6h du matin. Alexandra Jover, qui a fait la première intervention, elle avait un train à 6h40 ce matin à Lyon. Caroline, on n'en parle pas, vous êtes venue hier soir depuis Paris. Claire, qui est venue tout à l'heure, elle était en réunion ce matin, elle est venue en voiture, elle n'a pas eu le temps de déjeuner, elle a fait son intervention, elle est repartie parce qu'elle a une réunion à 17h30. Toute la préparation qui a eu lieu aussi ce matin, le coincé dans les trams pour Brigitte et ses compères. Donc voilà, et tous ces gens ont préparé du temps, ont eu des journées un peu compliquées, et tous ces gens-là l'ont fait à titre gracieux. Sont venus de leur département respectif pour venir partager avec vous des expertises, des expériences, du temps à titre gracieux. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de tout l'investissement de ces personnes-là pour venir vous apporter des bouts de vie, des bouts de témoignages aujourd'hui. Et puis, juste féliciter aussi l'université qui a fait un travail monstrueux pour pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Vous l'avez vu relativement gâté. Il y a eu l'accueil qui a fait ce matin. Il y a eu un ESAT qui est venu ce midi. On a cette prestation qui est filmée. Donc il y a plein de personnes qui vont pouvoir revoir cette journée sur le YouTube du FIP-HFP. On a des interprètes en langue des signes qui ont œuvré toute la journée. Vous l'avez vu. Bref, l'université a mis les petits plats dans les grands. Et en particulier, je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudisse Florian Bergogne, qui est tout là-haut, qui se cache et qui a fait un travail monumental. Vraiment. Il a passé des heures et des heures, il a eu quelques sueurs froides aussi, et il a couru toute la journée, voilà, pour que vous ayez rien à voir et que vous ne visualisiez pas toutes les difficultés ou les impondérables qui peuvent se passer dans ce genre de journée. Donc voilà, encore merci Florian pour ce gros boulot, et puis merci à toutes les équipes qui ont participé à ce colloque et qui ont fait en sorte que vous puissiez passer une bonne journée. Marc, je ne sais pas si vous souhaitez juste le petit mot de la fin. Parce que moi, je fais des conclusions qui durent longtemps, hein, mais il faut que je m'arrête à un moment donné. Merci Pierre. Alors, en soi, Pierre a tout dit en termes de conclusion et je le remercie. Sa synthèse était parfaite et il a évoqué beaucoup mieux que moi les idées que j'aurais eues.
En mot de synthèse, moi je remercie, je dirais, l'équipe d'Amnios. Vous êtes 4 ici, Pierre, Émilie, Anne-Charlotte et Elodie. Voilà. Donc merci à vous. Écoutez, ce que je vous donnerai comme idée, ou en tous les cas mot de fin, c'est de surveiller vos boîtes mail, puisque d'ici quelques jours, on vous fera part de la programmation du Handipact Occitanie 2025, avec une feuille de route qu'on va finaliser demain avec Pierre et qui a déjà été en bonne partie validée par la direction du FIP. Et c'est une année 2025 qui s'annonce riche en termes de manifestations. Et une journée comme celle-ci, en tout cas, me convainc qu'il est indispensable, voilà, de vous proposer, d'organiser des manifestations qui nous permettent donc de mettre ensemble, donc employeurs, acteurs, témoins, experts sur un sujet précis, et d'avoir de faire des focus particuliers sur des sujets qui sont d'actualité, qui sont complexes, qui sont sensibles et sur lesquels il faut prendre du temps pour vous apporter, pour échanger, pour s'enrichir mutuellement de nos expériences. Voilà. Et puis comme nous sommes quasiment à la fin de l'année, à tous, je souhaite une bonne fin d'année, mes meilleurs voeux pour vous tous, et en tous les cas, rendez-vous à tous très bientôt pour le CDG seul qui est ici dans la salle, je crois. Nous avons à nouveau un rendez-vous la semaine prochaine, et à tous, bon retour. Merci beaucoup.